Depuis notre arrivée dans le Caucase, la Géorgie nous émerveille. Ses paysages, son architecture, sa gastronomie, ses contradictions. Mais au fur et à mesure de notre avancée entre neige, pluie et soleil, nous avançons malheureusement de plus en plus dans une impasse. Donc là, pour vous expliquer la situation, on est dans le centre international scout de Roustavi qui est tenu par les scouts géorgiens, qui est financé par une superbe fondation suisse. Donc c'est un très beau centre, c'est assez confortable. Mais on y est depuis une semaine, donc c'est extrêmement long. Et en fait, on attend de passer en Azerbaïdjan. Donc là, c'est vraiment un gros nœud, le Caucase. En fait, il n'y a pas 50 000 routes possibles, il y a beaucoup d'équipages qui sont coincés en Géorgie, en Arménie, en Turquie, parce qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Donc là, il n'y a vraiment que l'Azerbaïdjan où on a une fenêtre d'ouverture qui s'ouvre. C'est-à-dire que pour l'instant, pour vous expliquer, on a le président des scouts azerbaïdjanais qui nous fait des recommandations avec le ministère de l'Éducation pour qu'on ait le droit de franchir exceptionnellement cette frontière. Dans ma quête de réponse, je suis venu ici jusqu'à la frontière de la Géorgie et de l'Azerbaïdjan. Donc c'est un poste frontière secondaire là. Vous pouvez voir, il est complètement fermé. Là vous voyez que c'est blindé. Il n'y a absolument rien qui passe par celui-là. Mais j'ai pu m'en tenir avec les responsables, les douaniers. Et ils sont pas du tout d'accord. On cherche des solutions. On en a eu marre, on est parti en week-end, voilà. Donc on a les vélos moins chargés et on part voir un petit monastère aujourd'hui juste à côté de la frontière. Ça va être super sympa. Voilà, du coup on est vraiment à la frontière. À cette putain de frontière qu'on ne peut pas passer. C'est pas les ragoûts de merde du supermarché. Laissez-moi un tonnet qui coûte chaque pot. Donc hier c'est arrivé un petit peu comme un coup de massue, c'est que pour entrer en Azerbaïdjan, avoir une autorisation exceptionnelle, il faut que ça remonte jusqu'au Premier ministre. Donc là Ilyas, il était assez confiant, le président des scouts d'Azerbaïdjan. Il y a un ministre, probablement le ministre de l'Éducation nationale, qui a bien poussé pour notre dossier. Mais là maintenant qu'on sait que ça doit remonter au Premier ministre, voilà, on arrête les frais, il faut qu'on change de stratégie. Ça va sûrement coûter beaucoup plus cher, ça va sûrement être une entorse à notre règle de ne pas prendre l'avion. Mais là, il faut qu'on bouge parce que sinon on perd trop de temps et puis c'est trop incertain. T'as eu le temps de regarder combien de films là? Titanic, Avatar 1, Avatar 2. Franchement, on a eu le droit à 3 repas, c'était incroyable. Bon voilà, on a remonté les vélos, on est sorti de l'aéroport et il pleut. Ça commence bien. Cette période d'inactivité à Roustavi m'a permis de découvrir un roman de Jules Verne assez peu connu, Kéraban le Têtu. Et c'est l'occasion pour moi de vous parler d'un de mes auteurs préférés qui a contribué grandement à façonner mon goût de l'exploration et de l'aventure. Alors clairement, Kéraban le Têtu n'est pas forcément le meilleur roman ni le plus connu de Jules Verne. Si vous voulez découvrir cet auteur, je vous conseille évidemment de lire les grands classiques tels 20 000 lieues sous les mers, Michel Strogoff ou Les enfants du capitaine Grant. Et même si vous ne l'avez peut-être jamais lu, vous avez forcément une vague idée de l'univers de Jules Verne, étant donné l'influence considérable qu'il a eue par la suite. En effet, il signe les premiers romans d'anticipation, des romans d'aventure où les inventions de son temps, ou imaginées en son temps, ont la part belle. Il est certain par exemple que vous connaissez un des héritages de Jules Verne, le style steampunk. Le steampunk, c'est cette esthétique très particulière où l'on imagine un monde où le progrès technique aurait gardé l'esthétique du 19e siècle.
C'est un style que l'on retrouve dans pas mal de films, dans pas mal de bandes dessinées également, et même dans le Space Mountain que l'on trouve à Disneyland Paris. Et bien ça, c'est directement hérité de l'univers de Jules Verne. Et sachez par ailleurs que c'est l'auteur français le plus traduit et le plus publié dans le monde. Il est sans cesse adapté et réadapté au cinéma, à la télévision, en jeux vidéo. C'est un monument de la littérature jeunesse. Mais ce dont je voulais vous parler en particulier, c'est surtout cet aspect aventure et voyage de l'œuvre de Jules Verne. L'auteur lui-même a beaucoup voyagé et une grande part de ses romans ne comportent absolument pas d'éléments de science-fiction. Par contre, il se déroule parfois dans les jungles, les déserts, les contrées sauvages, et sur tous les océans du monde et dans tous les coins du globe. Et donc je me suis mis à lire ce roman de Jules Verne, Kéraban le Têtu. J'ai choisi ce roman puisqu'il se déroule justement tout autour de la mer Noire et c'est exactement le moment où nous traversions la mer Noire en ferry entre Burgas et Batumi. Ce roman, comme son nom l'indique, raconte l'histoire de Kéraban, un riche marchand de tabac turc qui était extrêmement têtu et possède une villa à Scutari sur la rive asiatique du Bosphore et son comptoir à Constantinople sur la rive européenne du Bosphore. Ces deux localités forment aujourd'hui évidemment l'agglomération d'Istanbul. Alors à l'époque, il n'y avait absolument pas de pont sur le Bosphore. Et lorsque le gouvernement ottoman décide d'instaurer une nouvelle taxe sur la traversée en barque entre Constantinople et Scutari, Kéraban le Têtu, qui est, comme son nom l'indique, extrêmement têtu, buté, décide qu'il ne paiera absolument pas ce nouvel impôt. Et quand on ne veut pas traverser le Bosphore, qu'est-ce que l'on fait? On fait le tour de la mer Noire. Alors disons-le franchement, ce roman est un récit assez invraisemblable, très théâtral, pas forcément le plus documenté de Jules Verne, qui avait pourtant accès à des sources extrêmement précises, mais ça reste quelque chose de très divertissant et de très amusant. Et surtout, il y a ce personnage de Kéraban, qui est buté comme un âne, têtu comme une mule, et qui ne change absolument jamais d'avis. C'est le ressort principal de l'action du roman, puisque l'ensemble des péripéties arrive à cause de l'entêtement de son héros. Et j'ai une affection toute particulière pour ce type de personnage, car c'est souvent comme ça que commence le voyage d'aventure. Lorsque l'on choisit de se mettre une contrainte, de s'y tenir, naissent ainsi les conditions d'une véritable épopée. Pourquoi pensez-vous que Mike Horn se contraint à traverser l'ensemble de la Terre en suivant strictement l'équateur? Pourquoi pensez-vous que Matthew Torder choisit de traverser l'Antarctique à pied? Et pourquoi pensez-vous que nous tenons à aller jusqu'en Corée du Sud à vélo? Et je finissais justement ce roman lorsque la mauvaise nouvelle est tombée. Nous ne pouvions pas rentrer par la frontière terrestre en Azerbaïdjan. Notre grand rêve de continuité à vélo, en bateau, sans prendre l'avion, tombait à l'eau. Et ça c'est dur, parce que c'est justement le défi que nous nous étions donné. Alors quand j'ai refermé le livre, ou plutôt quand j'ai éteint la liseuse, je me suis dit qu'il fallait quand même essayer de tenir ferme notre engagement. Que par rapport à l'absurdité de cette règle bureaucratique, il fallait tenir notre engagement beau, grand et inutile. Alors quand nous nous sommes retrouvés en Azerbaïdjan, nous avons tenu à mettre nos vélos dans le bus et à remonter jusqu'au poste frontière qui nous était fermé. Il ne sera jamais possible pour nous de parcourir les quelques centaines de mètres qui séparent la douane géorgienne de la douane azerbaïdjanaise. Bref, nous sommes contents d'avoir montré du panache, de l'insolence et de l'abnégation. Comme les héros de Jules Verne, suivez vos rêves, soyez obstinés et rebelles au monde, à la fatalité, conquérants de l'inutile et rétifs aux règlements sourcilleux des pisse-froids qui ne manqueront pas de se dresser sur votre route. Donc voilà, ça y est, on est au poste frontière Kirmizi-Kolpu, le pont rouge. Donc on était bloqué grosso modo de l'autre côté de cette superbe arche. 200-400 mètres. Du coup, pour les éviter, on a dû faire 500 km en avion et 500 km depuis Bakou en bus. Mais maintenant, on est dans la bonne direction, on est vers l'est. Et voilà, c'est une aventure du voyage. Vous nous direz si vous trouvez ça complètement stupide ou complètement courageux de faire ça, de revenir en arrière pour vraiment faire tout ce chemin à vélo. Et en tout cas, nous, on est reparti.